Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen et on vous reçoit aujourd'hui pour ce livre Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie coécrit avec Frédéric Rouvillois et puis nous sommes aussi avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis. Grand reporter au Figaro Magazine. On va peut-être commencer, j'avais prévu peut-être de finir là-dessus, mais effectivement, la chronique de Louis Régaudière s'est révélée très à propos sur cette crise sociale qui traverse le pays. Et finalement, on voit que aujourd'hui, plus aucun ministre ne peut mettre les pieds dans aucune ville de France sans être victime de casserolades. Est-ce que aussi votre sujet n'arrive pas à point nommé pour se poser comme une solution, une des possibles solutions à la crise, puisque on voit que tout ne peut pas se régler à coup de conventions citoyennes ou de propositions ou de messages. À un moment donné, il faut savoir frapper fort et avoir un geste vertical et c'est tout le sens du référendum finalement. Écoutez, oui, on peut concevoir effectivement le référendum, comme d'ailleurs la dissolution a pu être conçue de la même manière, comme un moyen d'arbitrage. C'est d'ailleurs comme cela que De Gaulle l'avait conçu. C'était pour lui un élément qui était intrinsèquement lié au fonctionnement même de la Ve République. Pour De Gaulle, il s'agissait d'équilibrer entre un régime représentatif et le pimenter d'éléments de démocratie directe lorsque cela bloquait. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un désaccord, soit entre la Chambre et l'exécutif, soit un doute sur ce que voulait le peuple par rapport aux choix qui sont faits cette fois par l'ensemble du pouvoir, exécutif et législatif, eh bien, il fallait demander un arbitrage. C'est ce que De Gaulle fera en 62, c'est ce qu'il fera en 69. Il le fera soit par la dissolution, soit par le référendum. Et il le fera à chaque fois, et c'est ce qui est intéressant aussi, en engageant clairement sa responsabilité. C'est-à-dire que il s'agissait d'avoir une responsabilité politique lorsque l'on posait une question qui reste une question politique au peuple souverain. Donc effectivement, un système d'arbitrage qui a permis à l'époque de résoudre les problèmes, mais après Charles de Gaulle, l'absence de responsabilité politique de ceux qui posaient les questions d'une part, et d'autre part, le fait que les questions n'aient plus été posées, tout simplement, d'autre part, allait très largement nous éloigner de ce système de régulation institutionnelle. Effectivement, on va y revenir, mais peut-être, j'étais un peu vite en besogne, je vais faire appel au professeur que vous êtes pour d'abord poser les bases de ce sujet et peut-être même simplement énoncer les différentes possibilités du référendum qui sont inscrites dans la Constitution, puisque, vous l'avez dit, ce référendum est justement introduit, et c'est une nouveauté dans la Ve République, pour contrebalancer les blocages que peut parfois susciter le parlementarisme. Oui, absolument. On sait que le but de la Ve République, c'est ce qu'on appelle la rationalisation du parlementarisme, c'est limiter la toute-puissance des chambres et rétablir un vrai système parlementaire, c'est-à-dire un système d'équilibre entre exécutif et législatif. Mais pour cela, il faut effectivement s'appuyer sur une légitimité particulière. Cette légitimité particulière ne peut venir en démocratie que du peuple souverain. C'est pourquoi Charles de Gaulle va choisir de se faire élire au suffrage universel direct et d'en terminer avec ses présidents élus par un collège électoral pour cette légitimité. Quant au référendum, la Constitution ouvre la voie initialement à deux types de référendums. Un référendum pour réviser la Constitution, celui de l'article 89, et un référendum ensuite pour faire voter des lois à la demande du président de la République, le référendum de l'article 11. Deux innovations vont être introduites ensuite. Un référendum très particulier lié à l'élargissement de l'Union européenne, un référendum obligatoire dans sa version initiale lorsque l'on veut élargir à de nouveaux pays cette Union européenne. Et puis, il va y avoir la création de ce référendum d'initiative partagée dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui lui aussi a été mis d'ailleurs de manière un peu curieuse dans l'article 11, alors qu'il ne s'agit pas, cette fois vous le comprenez bien, d'un choix présidentiel, mais d'un choix qui mélange à la fois les élus et les citoyens.
Voilà les référendums dont nous disposons actuellement dans la Constitution. Vous voyez que ce n'est pas rien. C'est d'autant moins rien que le champ d'application de l'article 11 a été élargi par une première révision en 2005, une deuxième en 2008, et que s'il ne touche pas l'ensemble des sujets possibles, c'est quand même un champ qui permet d'engager fréquemment, ou qui pourrait permettre d'engager, c'était d'ailleurs ce qui a été vendu lors de la révision initiale en 95, ça permet d'engager plus fréquemment l'opération référendaire. Bien sûr, et tout le propos de votre livre, on va voir, on va s'y attacher, c'est de mettre en perspective historique ce référendum et de démontrer finalement que, alors que c'est un instrument privilégié par Charles de Gaulle, justement pour légitimer sa politique, mais que le coup à accepter avec ce choix-là, c'est de démissionner si le référendum est non, enfin c'est défavorable au général. Tous les autres politiques qui vont suivre après, tous les autres présidents de la République, eux vont petit à petit, à leur manière en tout cas, se détacher de cette pratique et en venir à ce contrôle du président sur le Parlement qui permet, grâce aux élections législatives, de gouverner seul un petit peu en se faisant fi de cette légitimité. Alors, le contrôle du président sur le gouvernement existe dès le début avec le système gaullien, il ne faut pas se leurrer. C'est l'habituel débat que l'on a pour savoir si le président de la République doit être un arbitre ou un capitaine. Même si effectivement le texte même de la Constitution semble plaider parfois en faveur de l'arbitre, après tous les articles 20 et 21 de la Constitution confient bien le pouvoir exécutif théoriquement au Premier ministre. Nous sommes, et je viens d'employer le mot théoriquement, c'est pas un hasard, nous sommes ici dans la pure théorie. Dès le début, les premiers ministres signent en blanc, je dirais, leur démission et la remettent au général de Gaulle. Dès le début, donc, c'est l'Élysée qui va dominer la vie politique. De ce côté-là, c'est clair. Effectivement, ce qui est un élément intéressant, si vous voulez, c'est que cela suppose d'avoir une majorité à la Chambre. On n'imagine pas Charles de Gaulle acceptant une cohabitation. Or, cette cohabitation, elle va être potentiellement acceptée par Valéry Giscard d'Estaing, qui avait laissé entendre qu'il ne démissionnerait pas si les législatives lui étaient défavorables, et elle sera, vous le savez, ensuite acceptée de manière très claire et par François Mitterrand et par Jacques Chirac. Depuis, on a raccourci le mandat présidentiel. Depuis, on a interverti le calendrier électoral de manière à ce que les législatives suivent les présidentielles, ce qui était censé donner une majorité absolue de manière obligatoire, si l'on en croit du moins ceux qui avaient prévu ces changements. On s'est rendu compte en 2022 que l'on s'était un peu mis le doigt dans l'œil et que même avec le système électif particulier, ce scrutin majoritaire uninominal à 2 tours pour les élections législatives, même avec cela, on pouvait, alors on n'atteint pas effectivement les répartitions de la proportionnelle, mais on pouvait avoir des surprises, celles que vit actuellement le gouvernement d'Emmanuel Macron. Jean-Louis Tremblay. Oui, j'aimerais vous poser 2 questions. La première est concrète, c'est en l'état actuel des choses et compte tenu de la Constitution de la Ve République, est-ce qu'on pourrait envisager un référendum sur la réforme des retraites? Premier point. Deuxième point, on parle beaucoup actuellement du référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne? Alors, sur le premier point, est-ce qu'on pourrait envisager un référendum sur les retraites? Tout dépend de l'appréciation que l'on fait de l'article 11 et du domaine prévu dans l'article 11. Si on estime que cela correspond bien à la politique économique, par exemple, et aux réformes économiques touchant à la nation, oui, on pourrait envisager un référendum sur les retraites, sur le biais de l'article 11. On parle bien ici du premier référendum de l'article 11, c'est-à-dire celui initié par le président de la République. On peut avoir des doutes sur la volonté d'Emmanuel Macron d'initier un référendum. Je crois que l'on sera d'accord, vous et moi. Je crois. Le deuxième référendum que vous évoquez, le référendum d'initiative partagée, est une escroquerie intellectuelle et institutionnelle mise en place par Nicolas Sarkozy, ce qui ne surprendra que ceux qui ne connaissent pas Nicolas Sarkozy, mise en place donc en lieu et place du référendum d'initiative citoyenne qui a été si souvent demandé. En effet, d'abord, le référendum d'initiative partagée n'est pas à l'initiative des citoyens, mais à l'initiative de parlementaires. C'est le premier élément, je dirais, de blocage. Deuxième élément de blocage, le choix est systématiquement, enfin la proposition est systématiquement contrôlée par le Conseil constitutionnel. Et on vient d'avoir un exemple récent, mais on en avait eu un déjà à la fin de l'année 2022.
le Conseil a retoqué successivement 2 propositions de référendum d'initiative partagée, celle sur la réforme des retraites qu'il vient de retoquer et celle qu'il avait retoquée auparavant sur la création d'une taxe supplémentaire à l'automne 2022. Donc ce contrôle est un contrôle effectif. Le Conseil vérifie que la proposition rentre bien justement dans le champ d'application de l'article 11, mais il a sa version du champ d'application de l'article 11, et notamment on le constate avec cette dernière décision, mais on l'avait déjà constaté avec la précédente d'ailleurs, sa version particulière de ce que doit être une réforme, et inversement de ce qu'elle n'est pas. Donc c'est le deuxième barrage. Troisième barrage, les citoyens. Il faut quand même recueillir ici 4 800 000 signatures. Et lors du seul référendum d'initiative partagée que l'on a réussi à engager, qui a passé le barrage du Conseil constitutionnel, qui a été celui sur Aéroport de Paris, on a obtenu en fait uniquement 1 800 000 signatures à l'époque. Dans le cas du RIP, là, sur les retraites, par contre, on avait fait un sondage et on a quand même entre 9 millions et, je crois, 16 millions de Français qui sont les sondages qui disaient qu'ils étaient tout à fait prêts ou presque prêts à signer pour le référendum d'initiative partagée retraite. Donc, on aurait pu avoir cette fois les 4 800 000 signatures. Mais c'est là qu'est, je dirais, le in coda venenum, comme d'habitude. C'est là qu'est la fin tragique. Lorsque, supposons qu'on ait tout cela, supposons qu'on ait les 4 800 000 signatures, le texte revient devant les chambres, et ce n'est que si les chambres ne l'ont pas examiné que le président le soumet à un référendum. Vous voyez que le peuple n'est pas au début, il n'est pas, ou il a de fortes chances de ne pas être à la fin. Nous ne sommes absolument pas ici devant ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Effectivement, et pour en revenir un petit peu à l'histoire et expliquer aussi pourquoi les politiques d'aujourd'hui ont tant peur du référendum, je pense qu'il faut en revenir aussi à cette histoire et notamment à Georges Pompidou, puisque c'est le premier qui hérite ensuite de la République après le général de Gaulle, et il va se heurter dès 1972 à une très grande menace qui plane pour la légitimité de ce référendum, c'est l'abstention. Et on va voir qu'au final, énormément de référendums ensuite ont connu une très très forte abstention, et c'est aussi l'une des grandes peurs des hommes politiques, c'est à savoir, c'est l'indifférence. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur ce point-là aussi ? Alors, je vais être plus réservé que vous sur la crainte qu'ont les hommes politiques de l'abstention. Bien sûr, dès qu'il y a un scrutin électoral, on a le cœur des pleureuses qui dure à peu près les 2-3 premières minutes de la soirée électorale pour nous expliquer que, mon Dieu, comme c'est triste, les citoyens ne vont plus aux urnes et que, mon Dieu, comme c'est triste, l'abstention progresse et que tout ça, ma pauvre dame. Soyons clairs, il s'agit ici uniquement d'un cœur des pleureuses. Il y a tous les moyens pour motiver les gens. Notamment, il suffit de poser des questions qui les intéressent. Si on pose des questions qui ne les intéressent pas, les gens ne viendront pas aux urnes. Par contre, sur certains sujets qui pourraient les intéresser et des questions, curieusement, qu'on ne leur pose pas, on peut penser qu'il y aurait cette fois une très faible abstention. On retrouve cela en matière électorale comme on le retrouve en matière référendaire. Nos politiques, en fait, se débrouillent très bien avec ce taux d'abstention qui les arrange en grande partie, ne nous leurrons pas sur le sujet. Donc, méfiance sur cette analyse de l'abstention. Mais c'est vrai que, effectivement, De Gaulle l'avait dit, De Gaulle avait été déçu par le résultat d'un référendum. Pompidou se pose la question, après ce référendum qu'il engage sur l'élargissement déjà de l'Union européenne, et se demande si le taux d'abstention qui a été important ne vient pas obérer les résultats et obérer la légitimité particulière que donne le référendum. Ça a été, si vous voulez, beaucoup moins évident dans le cas, par exemple, de la mise en place du quinquennat, où on a eu un taux d'abstention phénoménal et où personne n'a critiqué quoi que ce soit. Inversement, faut-il vous rappeler que le référendum de 2005 a connu une participation qui n'était pas ridicule, loin de là, et cela n'a pas empêché que l'on enterre joyeusement 2 ans après les résultats du référendum de 2005 sur l'élargissement de l'Union européenne.
C'était bien sûr une question un petit peu provocatrice, mais oui, justement, je voulais en revenir à ce référendum. Alors, on ne peut pas dire crime contre la démocratie, mais en tout cas, c'est vraiment... là, d'ailleurs, c'est le dernier référendum qui a lieu en France depuis, mais c'est le point névralgique, si vous voulez, de la rupture entre les élites et le peuple, et vous le montrez bien, où ce référendum, d'abord, ne serait-ce que dans son déroulement, a connu des problèmes de répartition des paroles entre le oui et le non, et le oui... donc on le rappelle, c'était pour la ratification d'une sorte de constitution européenne où le oui a eu beaucoup plus de temps de parole que le camp du non, où le président Jacques Chirac fait campagne en disant qu'il ne fait pas tellement campagne, et puis ensuite on aura le revirement de veste de Nicolas Sarkozy qui effectivement ne surprendrait que les gens qui ne connaissent pas Nicolas Sarkozy. Oui, effectivement. Bon, nous sommes toujours sous le coup de, disons-le, ce traumatisme de 2005, dans lequel effectivement la parole populaire, la souveraineté populaire a été tout à fait niée par l'élite au pouvoir. Rappelons qu'en 2005, rappelons que pour ratifier le traité dit constitution mis en place par la Convention présidée par le célèbre accordéoniste Valéry Giscard d'Estaing, donc il fallait auparavant qu'il y ait eu une révision de la Constitution. Et on rappellera que la révision de la Constitution préalable a été votée par le Congrès, a été votée à plus de 90% des voix par le Congrès. Et qu'ensuite, le vote populaire sur le texte lui-même, le vote de ratification, a été écarté à 53 ou 54, je ne me souviens plus exactement, par le peuple. On voit le décalage qu'il y a ici, très clairement, entre l'élite dirigeante, d'une part, ou l'oligarchie au pouvoir, quel que soit le terme qu'on emploie, et d'autre part, les intentions ou les attentes de la population. Il est bien évident qu'on ne pouvait pas recommencer ensuite avec un référendum, c'était courir un risque, et donc Nicolas Sarkozy a négocié avec les autres pays de l'Union européenne la mise en place d'un traité dit traité simplifié, le traité de Lisbonne, qui est un découpage ou un redécoupage du traité dit constitution, mis en forme différente, en enlevant quelques éléments qui étaient les éléments les plus ouvertement fédéraux qui pouvaient exister dans le texte, dont le mot constitution. Et l'argument, donc ça a été négocié avec les autres États européens, et l'un des éléments clés a été que la ratification, cette fois, devrait se faire par la voie du Congrès, autrement dit par la voie parlementaire. Voilà. Et qu'on écarterait le référendum en la matière. Nicolas Sarkozy a expliqué, c'est une explication qu'on entend beaucoup ces derniers temps, que les Français avaient signé pour cela en les lisant puisque c'était écrit en petit quelque part dans le programme, et que donc il le faisait en fait avec une remarquable honnêteté intellectuelle. Il le dit lui-même. Je suis pas du tout hypocrite, le rappelle-t-il plusieurs fois. C'est toujours intéressant. Donc il le dit lui-même, il ne fait que réaliser le programme pour lequel il a été élu en faisant adopter ainsi ce texte. Depuis, on n'a pas choisi effectivement de demander leur avis aux Français, comme s'il n'y avait absolument pas de questions qui se posent sur tel ou tel problème, les retraites pour prendre l'actuel, mais bien d'autres aussi sur lesquels les Français émettent parfois certains doutes quant aux choix qui sont faits par nos dirigeants. Jean-Louis Tremblay. Oui, est-ce que le faible usage que la France, finalement, fait du référendum ne s'explique pas par, justement, l'ombre tutélaire du général ? C'est-à-dire que, est-ce que finalement nos dirigeants ne confondent pas référendum et plébiscite, à savoir qu'une réponse non à une question posée en vertu de l'article 11 n'est pas systématiquement interprétée comme un désaveu personnel ? Est-ce que c'est pas cette conception du référendum qui fait qu'on ne l'utilise pas ? Ah, vous avez raison. Alors, c'est à la fois une critique et un plus, si vous voulez. Là, c'est une critique parce qu'on nous dit à chaque fois, effectivement, le référendum, c'est le plébiscite. Vous allez voter pour l'homme et vous ne répondrez pas, en fait, à la question qui est posée. Maintenant, je ne connais pas de cas de figure dans lesquels on vote uniquement sur les questions posées. Lorsque je choisis un parlementaire, je choisis l'homme en même temps que le programme, sauf à voter à ce moment-là la proportionnelle uniquement sur les programmes, en ne connaissant pas les hommes, en ne posant même pas la question de savoir qui va être élu dans la zone circonscription. Là, ce serait national et ça serait possible.
voyez on a ce lien particulier de toute manière avec la personne. Lorsque je choisis un maire, je choisis bien sûr un homme politique. Enfin, dans mon village, soyons clairs, je choisis aussi une personne particulière. Donc ce lien entre les choix politiques et les individus, il ne faut pas les décorréler totalement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que effectivement, lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a un choix politique à faire, et lorsque il y a un doute sur ce qu'attendent de la population d'un côté, les citoyens, et d'autre part les choix qui sont proposés par le pouvoir politique, qu'il soit le pouvoir d'un homme ou globalement en accord avec le Parlement ne change rien ici, qu'il y ait une remise en question clair et net du pouvoir de l'individu et qu'il soit parfois même conduit à démissionner en cas de réponse négative ne paraît pas choquant. Lorsqu'il s'engage lui-même, lorsqu'il nous dit très clairement, et c'est ce que font les hommes politiques. Alors bien sûr, tout à l'heure, Valentin Chermer évoquait le cas de Jacques Chirac faisant campagne sans faire campagne, tout en faisant campagne. Et on a eu le même cas avec François Mitterrand. Oui, je suis pour, mais de toute façon, mais mon avis, c'est que mon avis. Tout ça pour ne pas engager leur responsabilité politique. Ces gens-là font campagne, ces gens-là prennent position, ils assument un choix, il faut assumer les conséquences du choix. Je veux dire, si demain, lors d'une élection, vous comprenez, puisque c'est la même chose, on est confronté au souverain, on est confronté au peuple. Si demain, lors d'une élection, je dis voilà mon programme, mais si vous ne le choisissez pas, c'est bon, je serai quand même élu, on me dira il y a une légère dichotomie en la matière. Donc vous voyez, c'est ça la question. La question, c'est une question de responsabilité politique. Lorsqu'un pouvoir commence à dire je ne suis pas responsable politiquement, c'est quand même et qu'il prend position très clairement, il y a un hiatus, il y a une incompréhension, et il ne peut y avoir qu'une incompréhension dans l'esprit des citoyens. Oui, c'était justement le sens de ma question. C'est en fait, prenons l'exemple qui nous intéresse ici, celui d'Emmanuel Macron, qui lui n'est pas accordéoniste mais acrobate, spécialiste du grand écart, qui nous explique il y a 2 jours qu'il n'exclut pas le référendum, mais en même temps, il ne veut pas se lancer dans une telle aventure. Je trouve que le terme aventure est d'ailleurs assez révélateur de ce qu'il en pense. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas chez nos dirigeants le courage politique de poser clairement la question au peuple, à l'Assemblée populaire, directement, en démocratie directe, via le référendum, parce qu'on a peur des conséquences. C'est qu'on ne veut pas en tirer la leçon. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait en l'état ce référendum sur la réforme des retraites, il est probable qu'il serait que la majorité serait contre la réforme. Et donc ce serait un désaveu et qu'Emmanuel Macron devrait partir immédiatement. Et encore, c'est même pas, je me permets simplement d'intervenir, c'est même pas obligatoire qu'il parte, puisque justement, c'est aussi ce que dit votre livre. Jacques Chirac, en 2000, rompt avec cette tradition de responsabilité du général de Gaulle et explique que même si le référendum sur le quinquennat ne passe pas, il restera. Donc même ça pose problème aujourd'hui, puisque on a rompu la responsabilité des politiques. Alors oui, mais dans le cas de Jacques Chirac pour le référendum sur le quinquennat, le malheureux a été forcé d'avaler, je dirais, la couleuvre. Oui. L'initiative ne venait pas de lui, elle venait de Valéry Giscard d'Estaing, qui ici se vengeait en quelque sorte de l'homme qu'il détestait le plus au monde, et l'a fait de manière conjointe avec Lionel Jospin. Mais Chirac, a priori, n'était pas nécessairement aussi favorable que ça du passage du septennat au quinquennat. Simplement, il a été pris en étau, il a plus pu faire autrement, parce qu'il y avait des propositions qui étaient faites, il n'a plus pu faire autrement que de le proposer, et on comprend qu'à ce moment-là, il soit resté réservé. Ce que disait Jean-Louis Tremblay est tout à fait différent. Il évoquait le cas d'Emmanuel Macron, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il s'est très largement impliqué dans cette réforme des retraites. C'est la sienne, il nous l'a expliqué. Depuis le premier quinquennat, il a toujours voulu la mener, elle est indispensable. Il nous l'explique. Bon, certes, c'est pas de gaieté de cœur, il souffre beaucoup, son cœur saigne, mais il faut quand même le faire. On est sur une implication qui est une implication très importante. Et dans ce cas-là, effectivement, on comprend qu'il est quasiment impossible pour la personne qui a porté les choses de cette manière-là de refuser ensuite d'assumer une responsabilité politique. Lorsque je vous dis, voilà, il faut faire cette réforme, je l'estime indispensable. Sinon, demain, la France est fichue et que vous me dites, ben non, on veut pas la faire, comment puis-je rester en place ?
alors que je vous ai dit, c'est la pierre angulaire de mon programme. Sans ça, nous disparaissons de la scène internationale. Remarquez, avec lui, on disparaît déjà beaucoup de la scène internationale. C'est sûr. Un peu plus, On va continuer d'en parler juste après le point sur les informations. On parle effectivement de ce référendum. Est-ce un moyen de redonner la parole au peuple? Mais tout de suite, il est 9h et on fait un point sur les informations avec Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours effectivement avec Christophe Boutin, docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen et co-auteur avec Frédéric Rouvillois de ce livre Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie. Et nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. Je voulais revenir avec vous Christophe Boutin puisqu'effectivement on avait commencé à évoquer les critiques qui sont liées à ce référendum, qui font partie de l'histoire de la Ve République. Donc on a commencé à évoquer ce flou entre est-ce que le référendum porte sur une question politique ou est-ce qu'il est au contraire un plébiscite. Il y en a une autre, il y a toute une tradition de critique du référendum qui passe de Montesquieu jusqu'à Sieyès en expliquant que finalement le référendum c'est aussi induire le peuple en erreur puisque le peuple réagit de manière émotive, qu'il n'est pas forcément capable lui de choisir et que finalement toutes ces questions devraient plutôt relever du Parlement puisque ce sont des questions compliquées, techniques. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un extrait d'Emmanuel Macron sur son débat. Dans le grand débat qu'il avait mené il y a 4 ans, maintenant ça nous rajeunit pas, en janvier 2019, où il expliquait tous les dangers que peuvent comporter le référendum. Je vous propose de l'écouter et puis ensuite vous réagissez. Nous avons aussi des grandes transformations à mener. La transition, les défis de la transition climatique en font partie. On a également ce qu'on doit faire pour nos grands services publics. Et donc, je continue de me battre pour que le pays puisse avancer. Non, c'était pas du tout. Pardon, c'est une erreur de notre part. Mais en tout cas, il expliquait que le référendum tuait la démocratie parlementaire puisque c'était outrepasser finalement la fonction du Parlement. Non, absolument pas. La fonction du Parlement n'est pas, dans une démocratie parlementaire, de tout faire de manière systématique. Lorsqu'il y a, je reviens toujours à cette idée de doute, encore une fois, lorsqu'il y a un doute entre le choix des politiques, d'une part, et là je parle exécutif et législatif mêlés, et les attentes de la population, cela crée nécessairement une crise dans une démocratie. Ce doute à lui seul crée la crise. On a besoin d'avoir à un moment une clarification, ou on devrait avoir besoin d'une clarification. L'argument selon lequel, par l'élection, tout est possible, j'ai été élu, donc je peux tout faire, est un argument qui ne tient pas, ou ne tient pas, parce que, si vous voulez, ou ne tient plus, parce que les choses changent, parce que les problèmes nouveaux peuvent arriver, parce qu'on a posé des questions, on les pose de manière différente, ou parfois parce qu'on se refuse, justement, à poser des questions, et qu'il faut bien, à un moment, arriver à forcer le pouvoir à se saisir de tel ou tel problème. On vient d'entendre dans le journal qui vient de passer un nombre respectable d'exemples de ce type-là dans lesquels le pouvoir ne se saisit pas des problèmes. Le Parlement le fait. Alors bien sûr, il y a un argument qui est un argument recevable. C'est celui de dire que le référendum est nécessairement simplificateur. On répond nécessairement par oui ou par non à une question, alors que lorsque j'ai un débat parlementaire, enfin un vrai débat parlementaire, pas un 49.3, mais lorsque j'ai un vrai débat parlementaire, je vais pouvoir écouter les différents avis, tenir compte de ces différents avis et ainsi bâtir une norme qui va permettre d'être plus efficace, plus fiable, plus cohérente. C'est vrai. Mais le référendum n'a pas vocation à remplacer la démocratie parlementaire. Il a vocation à intervenir lorsque cette démocratie parlementaire dysfonctionne, ce qui n'a strictement rien à voir. Il est un adjuvant de démocratie directe et il n'est qu'un adjuvant. À aucun moment. Lorsque on nous dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum, comme le dit la Constitution, on a très clairement les deux voies, la voie parlementaire et la voie référendaire de la démocratie directe. L'une et l'autre ne s'excluent pas. Elles peuvent tout à fait être complémentaires, contrairement à ce que l'on prétend trop souvent. Jean-Louis Tremblay. Oui, vous le dites très bien, Christophe Boutin. Quand il y a doute, il y a crise. Et c'est exactement ce que nous vivons, pas seulement avec la réforme des retraites, on le vit depuis un bon moment. Il y a d'abord eu
l'épisode sanitaire, puis les Gilets jaunes, ou d'abord les Gilets jaunes, puis l'épisode sanitaire. Et quand on exclut la voie référendaire pour ne retenir que la voie parlementaire, bien c'est de la démocratie confisquée, c'est une grande duperie intellectuelle. Et que se passe-t-il ? Et c'est ça le risque, le danger, c'est que finalement le mécontentement populaire s'exprime directement dans la rue. Et c'est bien ce qui se passe depuis des mois et des mois. Et je ne crois pas que ce soit le reflet d'une démocratie saine. Nous avons deux risques dans ce cas-là. Effectivement, vous avez raison, l'un des risques, c'est ce que l'on constate, c'est-à-dire la rue qui tente de s'imposer, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas de débat, parce qu'on refuse de prendre en compte les angoisses, les inquiétudes des citoyens. L'autre problème qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, mais qui est réel, c'est l'anomie politique. C'est-à-dire, c'est les gens qui se détournent des politiques, considérant que de toute manière, les politiques ne s'occupent pas de ce qui les concerne, ne s'occupent pas de ce qui les intéresse, ne leur posent pas les vraies questions, qu'eux-mêmes n'ont pas la possibilité de poser ces questions. Il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne, et donc, eh bien, on quitte la politique, on s'en désintéresse complètement, on se replie sur soi, ce qui donne des taux d'abstention importants, et ce qui fausse, vous le comprenez bien, tout à fait, la réalité du paysage politique, la réalité d'un paysage parlementaire. Quelle est la légitimité réelle de quelqu'un qui est élu par 25 ou parfois 15% des citoyens d'un territoire ? Enfin, quelle est sa légitimité ? 15%. On comprend bien qu'ici, il y a un véritable problème de démocratie. Ce problème de démocratie, il faut arriver à en sortir, faute de quoi nous allons gentiment vers l'explosion, enfin gentiment, plus ou moins gentiment, vers l'explosion. Et d'ailleurs, pour illustrer ce fameux « en même temps » d'Emmanuel Macron, vous évoquez aussi dans cet ouvrage, alors c'est pas seulement des ressorts évoqués par Emmanuel Macron, mais il en a fait aussi, ces espèces de concepts qui tentent de concilier la démocratie avec, la démocratie directe et indirecte. Alors il y a cette fameuse démocratie participative, on a le RIC délibératif qui a été conceptualisé par Terra Nova, et puis Emmanuel Macron, lui, a multiplié les conventions citoyennes. Donc on voit qu'en plus, les politiques ont conscience de la fibre véritablement populaire d'une démocratie directe, mais qu'en même temps, ils rechignent à l'appliquer parce que finalement, ça reviendrait à se mettre devant leurs responsabilités. Oui, et de toute façon, ces systèmes de démocratie participative n'ont qu'un but, donner une légitimité démocratique pseudo-directe à une action qui est une action du pouvoir et qu'il entend ainsi faire légitimer. Point final. Voilà. Tous les biais qui fonctionnent dans ces éléments de démocratie participative. Avec Frédéric Rouvillois, nous avions fait une note à l'époque sur la Convention citoyenne sur le climat, qui était... un grand moment de démocratie d'ailleurs. Qui a été un grand moment de démocratie dans tous les sens du terme, où on voit très clairement que ceux qui mettent en place cette convention, ceux qui en dirigent les débats, sont des gens qui sont impliqués dans un axe particulier. Le tri qui est fait des citoyens, puisqu'on nous prétend que c'est un tirage au sort, mais c'est un tirage au sort qui ensuite est modifié pour avoir un panel, donc on fonctionne exactement comme pour un institut de sondage, ni plus ni moins. Donc le choix initial, l'organisation des débats, la manière dont on tient compte à la fin des résultats qui sont ceux de ces conventions, tout cela nous montre bien qu'il s'agit d'une fausse démocratie directe. De la même manière, si vous voulez, lorsque on nous explique dans une municipalité quelconque qu'un conseil des quartiers réunissant 3 échappés d'EHPAD et 2 mamies à chat est quelque chose qui a vocation à être de la démocratie directe, non. Si on veut, là encore, au niveau local aussi, on rappellera qu'au niveau local, on l'a pas traité parce qu'on s'est intéressé au référendum national dans notre ouvrage, mais on rappellera qu'au niveau local, il y a la possibilité de faire des référendums. Autrement dit, de confier un pouvoir de décision au peuple et pas seulement de vagues consultations entre amis pour avoir un vernis démocratique sur les choix que l'on veut faire. Effectivement, et pour en revenir à cette crise actuelle, vous estimez aujourd'hui politiquement qu'il n'y a pas d'autre issue que ou bien un référendum ou bien une dissolution pour refaire appel au peuple, c'est la chose la plus nécessaire aujourd'hui pour sortir de la crise ?
Écoutez, je vois pas comme l'a dit Jean-Yves Tremblay à très juste titre, la crise, elle est pas née là de la réforme des retraites. Nous avons un système qui est en crise grave. J'oublie la crise sanitaire, qui est un cas très particulier sur lequel il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Mais un exemple typique, c'est la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, c'est la révolte populaire d'une France oubliée, méprisée, insultée, qui cherche à exister à nouveau ou à rappeler au pouvoir politique qu'elle existe et à rappeler au pouvoir politique que lui n'est là que à son service, voilà, et pas l'inverse. Mais cette crise des Gilets jaunes, elle a été résolue par des éléments d'abord de violence, dont on rappellera quand même qu'ils ont été exceptionnels, par une répression sinon judiciaire, et bien sûr par le grand débat dans lequel Emmanuel Macron a convaincu l'ensemble de la France de sa pensée complexe et de la justesse de sa pensée complexe. Mais nous sommes en crise profonde actuellement. La réélection d'Emmanuel Macron n'a rien changé en 2022, n'a été en rien un blanc-seing donné pour encore 5 années de politique comme celle qu'il a menée. Et pourtant, il continue à les mener. Et il est élu, il est légitime pour le faire. Donc nous sommes, pour résoudre cette crise de légitimité profonde, nous n'avons effectivement, je le crois, que 2 choix possibles. Premier choix, la dissolution, qui est toujours... mais l'autre choix qui pourrait être plus intéressant serait le choix référendaire. Mais pour qu'il y ait un véritable choix référendaire, entendons-nous bien, je crois que la seule solution ici serait un choix sur un référendum citoyen. C'est-à-dire non pas un référendum d'en haut, non pas un référendum sur lequel on nous demanderait un arbitrage, le président de la République, par exemple, demanderait un arbitrage, mais bien un référendum d'en bas. Un référendum de celui que demandaient les Gilets jaunes, ni plus ni moins. Un référendum qui parte des citoyens, dans lesquels les citoyens estiment qu'une question essentielle n'a pas été débattue. Ils souhaitent que ce débat ait lieu et ils souhaitent répondre directement à cette question. Tant qu'il n'y aura pas cela, il y aura effectivement un flottement sur la légitimité du pouvoir. Et un pouvoir ne veut pas, si vous voulez, lorsqu'un pouvoir estime qu'il n'est pas légitime, c'est un problème. Vous avez un auteur de sciences politiques qui s'appelle Guglielmo Ferrero, qui a fait un ouvrage fabuleux qui s'appelle « Le pouvoir ou les génies invisibles de la cité », dans lequel Ferrero explique que moins un pouvoir se sent légitime, plus il est répressif et plus il est violent. C'est la logique, on n'en sort pas. Et effectivement, je crois qu'il n'a pas tort en la matière. Jean-Louis Tremblay, la question de la fin. Oui, j'aimerais savoir comment ça se passe à l'étranger, justement. Là, vous avez évoqué le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez aussi parlé des consultations locales. Moi, je pense immédiatement à la Suisse. Comment ça se passe en Suisse ? Et est-ce que c'est transposable à notre pays ? Transposable. Ça se passe en Suisse, c'est-à-dire que vous avez une possibilité effectivement d'initiative citoyenne, avec un nombre de signatures qui est un nombre relativement important, qui n'est pas ridicule pour qu'on n'ait pas tout le temps des initiatives qui débouchent sur tout et n'importe quoi. Vous avez aussi un encadrement des initiatives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler du même sujet, vous ne pouvez pas avoir la même question posée dans tel délai, vous voyez, pour éviter d'avoir là encore des éléments redondants. Mais on a cette possibilité d'initiative citoyenne. On est d'ailleurs parfois surpris sur les réponses de la population. On croit qu'il va y avoir une réponse positive et c'est une réponse négative. Les gens, ce qui montre bien que les gens, finalement, bien sûr, il y a une part d'émotion dans le référendum, mais il n'y a pas qu'une part d'émotion, que les citoyens savent aussi réfléchir. Est-ce que c'est transposable ? Alors on va me dire, ça fait partie de la culture particulière du peuple suisse qui a toujours été un peuple particulièrement sensible à la démocratie directe. Nous, en France, c'est différent, nous avons une autre culture politique. Je crois cependant qu'il n'y a pas de problème pour arriver à transférer cela. Le tout, c'est d'avoir des cadres qui soient des cadres précis. Encore une fois, un seuil minimum de signature qui soit un seuil crédible. Deuxièmement, le fait de ne pas pouvoir demander, poser en permanence la même question, qu'il y ait des délais minimums pour le faire, qu'on ne puisse pas remettre en cause immédiatement une loi qui vient d'être votée. Bon, avec ces éléments qui limiteraient, je dirais, l'utilisation abusive, car c'est de cela qu'il faut se garder, l'utilisation abusive d'un vrai référendum d'initiative citoyenne, je crois cependant que ce serait transposable.
Une dernière question simplement, Christophe Boutin, rapidement. Donc vous proposez à la fin de votre livre, vous faites tout un tas de propositions pour réhabiliter le référendum en France, effectivement déparlementariser l'article 89, assurer l'équilibre des débats, enlever la pression des juges, baisser évidemment les seuils de référendum, mais vous mettez aussi en avant un concept, justement en parlant d'étrangers, qui vient des États-Unis et que vous souhaitez promouvoir, c'est le référendum révocatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste et puis surtout ce que ça apporte ? Écoutez, le référendum révocatoire, c'est très simple, c'est la procédure du recall. Ça va à l'encontre d'une partie de la logique française, puisque nous ne sommes pas effectivement dans un mandat impératif, mais dans un mandat représentatif. Un mandat impératif est un mandat dans lequel, à tout moment, les électeurs peuvent faire le choix de révoquer la personne qu'ils ont élue. Donc, nous nous posons effectivement avec Frédéric Rouvillois la question de la mise en place d'une procédure de ce type-là, qui existe, c'est le recall aux USA, qui existe, qui est donc cette possibilité. Alors, là aussi, cette possibilité doit être très strictement encadrée. Entendons bien, il ne s'agit pas ici d'avoir en permanence une valse des dirigeants qui serait tout à fait aberrante. Par exemple, nous disons qu'il est aberrant avant d'atteindre la mi-mandat de pouvoir engager une telle procédure. Mais cette procédure permettrait effectivement parfois, là aussi, de résoudre des questions, aussi bien d'ailleurs au niveau local qu'au niveau national, des questions de légitimité d'un élu. Effectivement, c'est la question toujours de la souveraineté du peuple. On revient toujours au même point. Merci en tout cas beaucoup, Christophe Boutin. On rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'Université de Caen, co-auteur de ce livre qu'on vous invite évidemment à vous procurer, Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple, écrit avec Frédéric Rouvillois aux éditions La Nouvelle Librairie qui brosse pas beaucoup d'autres sujets que ceux qu'on a évoqués. Et puis merci à vous, Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine.